U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says that the Pentagon will cut Senator Mark Kelly's retirement pay. Kelly and 6 Democratic lawmakers took part in a video reminding U.S. service members of their duty to refuse illegal orders. The Democrats were accused by both Hegseth and President Trump of, quote, seditious behavior. Kelly is a retired Navy captain who served during Operation Desert Storm. Hegseth wants to cut his pay and reduce his retirement rank. Kelly says that he plans to fight the action. Certaines déclarations ont un retentissement, non pas en raison de leur ton, mais en raison de la réponse institutionnelle qu'elles suscitent. Washington, début janvier 2026. Au milieu d'une série de réactions fragmentées du Congrès à des décisions exécutives récentes, une vidéo publiée par un sénateur en exercice a généré un rebondissement inattendu au sein du ministère de la Défense. Cet épisode n'a pas attiré l'attention par des déclarations alarmistes ou des positions extrêmes, mais par la réponse qu'il a suscitée au sein d'une des structures de l'État américain. Le sénateur Mark Kelly, ancien militaire et membre de la Commission des Forces armées du Sénat, a publié un court message réaffirmant que les militaires ont l'obligation de refuser les ordres illégaux. La déclaration, rédigée dans un ton protocolaire, citait littéralement des dispositions du Code uniforme de justice militaire. 3 jours plus tard, le Pentagone a confirmé qu'il évaluait si la conduite du sénateur constituait une violation disciplinaire, passible de sanctions en vertu du même code mentionné, notamment la possibilité d'une procédure judiciaire militaire. La réponse n'est pas venue uniquement des organes internes de la défense. Des interlocuteurs proches de l'ancienne équipe de Donald Trump, notamment des conseillers juridiques associés à Truth Social, ont commencé à défendre publiquement l'idée que Kelly soit traduit en cour martiale. L'argument que ces propos encourageraient la désobéissance institutionnelle parmi les militaires, en cas de nouveau gouvernement Trump. La formulation de cet argument a ravivé une tension institutionnelle mal résolue depuis les événements de 2020, la frontière entre la critique politique et la discipline, en particulier lorsqu'elle concerne des personnalités publiques, dotées de prérogatives constitutionnelles. La réouverture de ce débat, cette fois avec la participation directe d'un sénateur militaire en activité, a ravivé des doutes juridiques et stratégiques à plusieurs niveaux. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La divergence sur les limites de l'obéissance et de la critique au sein des forces armées n'est pas nouvelle, mais elle a rarement impliqué un parlementaire, ayant le parcours institutionnel de Kelly, ancien capitaine de la marine, astronaute dans le cadre de missions de la NASA et personnalité publique confirmée après l'attentat contre son épouse, l'ancienne députée Gabby Giffords. Kelly a maintenu son action législative, étroitement liée aux questions de défense et de sécurité nationale. La vidéo publiée ne citait aucun nom, ne faisait aucune allusion directe à des événements passés et ne suggérait pas non plus de rupture avec la chaîne de commandement. Néanmoins, la mention explicite du devoir légal de refuser des ordres inconstitutionnels a été interprétée par d'anciens membres du gouvernement Trump comme un message indirect adressé aux militaires, concernant un scénario hypothétique de retour du président au pouvoir. C'est ce saut interprétatif qui transforme un geste apparemment trivial en un élément de tension latente entre les institutions. La note officielle du ministère de la Défense, bien que prudente dans sa forme, a admis qu'elle examinait le contenu, à la lumière d'éventuelles implications juridiques et disciplinaires, sans indiquer de délai ni de critères. Au sein de la Commission des Forces armées, le sujet a d'abord été traité avec discrétion, mais des interlocuteurs ont rapporté que le bureau du sénateur Kelly avait commencé à recevoir des communications officielles de la part d'unités militaires, concernant le cadre juridique du contenu. La divergence interne est devenue visible lorsque certains officiers à la retraite ont publiquement exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils ont qualifié de instrumentalisation du code militaire, à des fins de musellement politique. La controverse n'a pas pris de l'ampleur, uniquement en raison de ce qui a été dit, mais aussi en raison du type de réaction qu'elle a provoqué. L'utilisation de l'appareil normatif des forces armées pour évaluer les propos d'un sénateur élu dans l'exercice de ses fonctions parlementaires a rouvert des fissures institutionnelles sur l'autonomie civile face à la structure militaire. La mention d'une cour martiale, même si elle est improbable, d'un point de vue juridique, a eu un effet immédiat. Les secteurs liés au renseignement législatif et au système de contrôle interne du Congrès ont commencé à surveiller les tentatives éventuelles d'élargissement du champ d'application disciplinaire du code militaire dans des contextes politiques. Les experts entendus par les comités de surveillance
ont souligné que le simple fait d'ouvrir une procédure, même préliminaire, pouvait être interprété comme une tentative d'intimidation institutionnelle. Parallèlement, des groupes juridiques associés à la défense des libertés civiles ont mis en garde contre le risque de créer un précédent, celui que des déclarations conformes au contenu même de la législation militaire puissent être réinterprétées comme des infractions à cette même législation en fonction du contexte politique. La question a alors commencé à porter non seulement sur le contenu du discours, mais aussi sur le champ d'autorité qu'il occupe. La vidéo elle-même, qui n'avait initialement suscité que peu de commentaires, est devenue l'objet d'une analyse juridique à différents niveaux, précisément parce qu'elle a donné lieu à de multiples interprétations institutionnelles. Le cœur de la controverse n'était plus ce qui avait été dit, mais qui pouvait le dire, et avec quelles conséquences opérationnelles. C'est dans ce contexte que l'épisode a été interprété comme un possible indicateur d'un changement dans l'équilibre entre la représentation parlementaire et l'autorité militaire. Bien que Kelly ne soit plus formellement soumis à la chaîne de commandement militaire depuis son passage à la vie publique, son statut d'ancien combattant et sa fonction au sein de la commission des forces armées établissent une zone hybride de légitimité. L'interprétation selon laquelle un sénateur peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir réaffirmé, même dans une vidéo informelle, les règles figurant dans le manuel juridique des forces armées, a été qualifiée par les analystes constitutionnels de changement dans la norme institutionnelle. Le risque souligné par les membres de la communauté juridique ne se limite pas à la situation de Kelly. Une fois officialisé, ce précédent pourrait être utilisé à l'avenir pour restreindre les déclarations des parlementaires sur des questions opérationnelles sous prétexte d'ingérence indue ou d'incitation à la désobéissance. Cette ambiguïté interprétative rend l'affaire particulièrement sensible en cette année préélectorale où différents fronts du système politique testent les limites de la rhétorique et les instruments de contention. L'absence de réponse claire de la part du ministère de la Défense a contribué à élargir le champ des spéculations et avec lui, la perception que cet épisode n'est pas isolé, mais ancré dans un processus plus large de reconfiguration des frontières entre le pouvoir civil et la sphère militaire. C'est précisément en raison de ce type de changement discret, mais à fort impact institutionnel, que nous maintenons ce canal actif. Suivre ces transitions, avec attention et en profondeur, fait partie de notre engagement éditorial envers l'analyse systémique des États-Unis. À partir de là, l'épisode impliquant le sénateur Mark Kelly a été interprété non seulement comme une réaction à une déclaration ponctuelle, mais aussi comme faisant partie d'un mouvement plus large, de reconfiguration institutionnelle. Au sein du ministère de la Défense, des juristes militaires ont entamé des discussions confidentielles sur les limites de la juridiction disciplinaire, à l'égard des membres élus du pouvoir législatif. Bien que le Code uniforme de justice militaire établisse des prérogatives claires pour son application interne, son extension à des personnes hors service nécessite des interprétations complémentaires, souvent référencées dans des avis émis par le bureau du conseiller juridique du Pentagone. 6 weeks ago. Parallèlement, la commission des forces armées du Sénat a commencé à examiner en interne les cas similaires survenus au cours des 2 dernières décennies afin d'identifier des précédents susceptibles d'orienter le traitement de l'affaire. L'absence d'exemples directs a accentué la complexité de la situation actuelle. Il n'existe aucun cas récent de tentative formelle de poursuite disciplinaire militaire contre un sénateur de la République pour des déclarations liées à l'obéissance légale dans le contexte militaire. La convergence entre le vide juridique et l'environnement politique instable a fait de cette affaire un terrain d'interprétation controversé, entre des sphères juridiques aux compétences qui se chevauchent. C'est dans ce contexte que de nouveaux éléments apparaissent. Des mémos internes des cabinets législatifs indiquent que la mobilisation institutionnelle pour évaluer la vidéo de Kelly a coïncidé avec la résurgence des discours du président Donald Trump sur l'autorité exécutive totale en temps de crise. Lors d'événements récents liés à la campagne de 2026, Trump a réitéré l'idée que, dans le cadre d'un éventuel nouveau mandat, il reprendrait le contrôle direct des décisions militaires stratégiques, y compris la possibilité d'intervenir dans des opérations nationales. Ces déclarations, bien qu'elles relèvent encore de la rhétorique de campagne, ont déclenché des alertes dans les secteurs de la sécurité nationale et au sein des commissions de surveillance du Congrès. Le lien informel établi par des conseillers proches du président, associant le discours de Kelly
à une incitation à la désobéissance militaire, a été interprété comme s'inscrivant dans un effort plus large, visant à redéfinir les contours de ce qui est considéré comme acceptable dans le discours politico-institutionnel, en particulier lorsqu'il touche aux limites entre le commandement exécutif et l'autonomie des troupes. Depuis lors, des juristes spécialisés en droit constitutionnel et en droit militaire ont commencé à prendre position publiquement, exposant des points de vue contrastés sur la légitimité de la procédure engagée. L'analyse technique dominante, parmi les constitutionnalistes, soutient que le code militaire ne s'applique pas directement aux parlementaires, dans l'exercice de leurs mandats électifs. Selon cette interprétation, toute tentative d'utiliser le statut disciplinaire comme instrument de contrôle politique constituerait une extrapolation interprétative, ayant des implications pour l'équilibre des pouvoirs. En revanche, certaines voix, notamment dans les cercles proches de l'ancien exécutif, défendent une interprétation plus large de l'autorité normative militaire, au motif que la vidéo publiée par Kelly pourrait avoir un impact sur la chaîne de commandement en situation de crise. Cette divergence révèle le degré d'imprécision qui entoure les limites institutionnelles lorsque les normes militaires et les libertés parlementaires s'affrontent dans un contexte hautement polarisé. Les juristes liés au centre de recherche sur la gouvernance démocratique mettent en garde contre le risque d'une jurisprudence d'exception dans laquelle des actions ponctuelles, même légales, sont traitées comme des infractions, selon des critères casuistiques. En ce sens, l'affaire Kelly a servi de test de résistance institutionnelle, mesurant la résistance des garanties constitutionnelles face à l'utilisation stratégique d'instruments disciplinaires, normalement réservés à l'environnement militaire interne. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'épisode a rapidement dépassé les cercles de défense et atteint les structures de gouvernance civile. Bien qu'il ne soit pas officiellement impliqué, le comité d'éthique du Sénat a été consulté par des membres des deux parties sur les limites de l'immunité parlementaire dans les communications publiques. La Bibliothèque du Congrès a produit en un temps record un rapport comparatif sur les normes d'obéissance militaire dans différents régimes constitutionnels, en mettant particulièrement l'accent sur la manière dont les pays membres de l'OTAN traitent les cas de tension entre les déclarations politiques et la discipline militaire. Ce document, qui circule parmi les conseillers juridiques du Congrès, identifie les États-Unis comme l'un des pays offrant le plus large garantie en matière de liberté d'expression des législateurs. Cela renforce l'impression que le simple fait d'engager des poursuites contre Kelly, même à un stade embryonnaire, échappe à la norme habituelle. En outre, le bureau de suivi institutionnel de la Cour suprême a été saisi par des organisations de la société civile qui ont exprimé leur inquiétude face au signal juridique envoyé par le Pentagone et les canaux associés au président. Bien qu'aucune action en justice n'ait été officiellement engagée, l'action préventive de ces entités indique que cet épisode est considéré comme un événement marquant, susceptible d'avoir des répercussions, au-delà du cas spécifique. Pendant ce temps, des membres actifs et réservistes ont commencé à s'exprimer, par l'intermédiaire d'entités représentatives. Un groupe d'officiers supérieurs à la retraite a publié une lettre ouverte exprimant son inquiétude quant au précédent qui pourrait être créé si l'évaluation disciplinaire contre Kelly allait de l'avant. La lettre, qui ne mentionne aucun nom directement, affirme que l'intégrité du système de commandement dépend autant de la légalité des ordres que de la confiance mutuelle entre les dirigeants civils et la structure opérationnelle. Cette phrase a été citée lors d'audiences internes et dans les prises de position de parlementaires qui, sans défendre directement Kelly, ont exprimé leur malaise face à la ligne de conduite choisie par certains secteurs du ministère de la Défense. À ce stade, l'affaire n'est plus considérée comme une simple réponse administrative à une déclaration controversée, mais comme l'expression d'une impasse sur le rôle du pouvoir civil dans le commandement des structures armées dans des contextes politiques. L'escalade institutionnelle ne dépend plus seulement de la résolution de l'épisode, mais de la manière dont le système absorbe ou non ce type de tension, sans compromettre ses mécanismes de contrôle et d'équilibre. C'est pour suivre ce type de convergence institutionnelle qui passe souvent inaperçu, en dehors des cercles décisionnels, que nous poursuivons. Notre travail d'analyse continue. Explorer ces couches avec attention aide à comprendre, non seulement l'épisode immédiat,
mais aussi les mouvements de fond, qui façonnent le fonctionnement du système. Les avis divergent quant à la portée réelle de ce qui est testé dans l'affaire Kelly. Pour certains interprètes du droit constitutionnel, cet épisode devrait se résoudre comme un conflit localisé, plus bruyant qu'effectivement transformateur, sans capacité concrète de réorganiser les normes réglementaires. Dans cette lecture, la simple considération d'une sanction disciplinaire, par le ministère de la Défense, est vue comme un mouvement hors norme, mais contenu par des freins institutionnels déjà connus. Le postulat est que le cadre juridique des États-Unis d'Amérique ne permet pas que des sanctions militaires soient fonctionnellement appliquées à un sénateur, pour des déclarations liées à son mandat. Même si la menace existe, en tant que geste, elle ne passerait pas les filtres nécessaires, pour devenir une pratique acceptée, car le sénateur conserve des prérogatives, des immunités et une protection judiciaire qui rendent difficile toute transposition, du domaine militaire au domaine législatif. D'autres analystes, cependant, considèrent cette affaire comme plus révélatrice. Dans cette perspective, la question ne réside pas seulement dans le résultat final, mais dans l'effet institutionnel produit par le simple fait d'appliquer, même à titre préliminaire, la logique disciplinaire militaire à un parlementaire, pour avoir réaffirmé des normes juridiques. Dans cette approche, la préoccupation est que cet épisode annonce un environnement dans lequel l'intimidation peut être intégrée comme un outil de gestion politique, augmentant le coût des prises de position publiques sur des sujets sensibles. Il ne s'agit pas d'annoncer un scénario extrême, mais d'observer comment de petites distorsions, lorsqu'elles se répètent, peuvent éroder les frontières interprétatives qui soutiennent la séparation des pouvoirs. Le débat porte désormais moins sur la sanction formelle que sur la transformation du risque perçu en facteur de contrôle indirect. Parmi les experts en gouvernance démocratique, l'accent est mis sur la possibilité que cet épisode contribue à instaurer un modèle informel de réponse aux discours qui vont à l'encontre des intérêts du pouvoir exécutif, qu'ils soient actuels ou antérieurs. Dans cette analyse, l'affaire Kelly sert de message à l'écosystème politique si un sénateur a la réputation bien établie, à la carrière militaire et à la grande visibilité peut être la cible d'une menace formelle, même embryonnaire. Alors des personnalités moins en vue peuvent interpréter ce scénario comme un avertissement. L'effet le plus délicat n'est pas la punition, mais l'autocontrôle. Les parlementaires moins protégés par le capital politique peuvent adopter un silence stratégique face à des questions impliquant l'autorité militaire, la discipline et les conflits institutionnels, non par manque de conviction, mais par calcul de survie. Ce silence préventif, même lorsqu'il n'est pas imposé explicitement, est considéré comme un risque silencieux pour la vitalité démocratique, car il modifie le comportement, avant même toute décision. Il existe également des interprétations axées sur la sécurité institutionnelle qui relient cette affaire aux fractures apparues depuis les événements de 2020, période au cours de laquelle les relations entre le pouvoir exécutif et les forces armées ont connu des tensions inhabituelles. La manière dont le président Donald Trump a cherché à exploiter le langage de commandement et la déférence militaire dans des contextes civils, ainsi que ses tentatives d'associer les structures armées aux disputes électorales ont produit des résidus interprétatifs qui restent actifs. Depuis lors, les débats sur l'obéissance, la discipline et le rôle institutionnel des forces armées sont également considérés comme des gestes politiques. Dans ce cadre, l'affaire Kelly s'inscrit dans une zone grise. La législation militaire apparaît à la fois comme une référence normative et comme un instrument de pression potentielle, ce qui accroît l'instabilité, car elle rend incertaine la frontière entre application légitime et utilisation stratégique. Cette incertitude crée une impasse difficile à gérer. Si le ministère de la Défense recule de manière silencieuse ou peu transparente, cela peut renforcer la perception que le système admet l'utilisation momentanée de la menace institutionnelle, même s'il recule ensuite, pour éviter des coups plus importants. Mais s'il avance, avec tout type d'avertissement formel ou de mesures disciplinaires, même limitées, cela peut déclencher des réactions en chaîne, y compris des litiges judiciaires susceptibles d'atteindre les tribunaux supérieurs et, éventuellement, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Dans tous les cas, cette affaire s'apparente à un test de résistance. Elle permet de mesurer jusqu'où une autorité exécutive peut associer l'appareil militaire à des conflits politiques sans provoquer de rupture ouverte
et elle permet également de mesurer la capacité du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire à établir des limites claires lorsque le risque cesse d'être théorique. Le contexte politique, quant à lui, ajoute un élément de calcul collectif. L'absence de réponse forte et majoritaire, parmi les sénateurs, renforce le sentiment qu'il n'y a même pas de consensus sur le langage public approprié pour traiter cette affaire. La réaction discrète d'une partie importante du groupe républicain, avec peu de déclarations plus virulentes, suggère que l'environnement est encore en train d'être évalué en termes de coûts et d'avantages. Ce type d'hésitation a un effet pratique. Moins il y a de clarté institutionnelle, plus il y a de place pour des interprétations concurrentes et des lectures opportunistes. Au lieu d'une décision rapide qui mettrait fin à l'épisode, une sorte d'attente stratégique s'installe dans laquelle chaque acteur tente d'éviter d'être le premier à assumer le poids politique d'une position claire. Dans le même temps, le circuit numérique accélère et déforme la perception publique de l'épisode sur les réseaux sociaux et dans certains segments des médias. L'affaire a souvent été présentée de manière simplifiée et intensifiée avec des récits qui transforment les nuances juridiques en symboles de controverse. L'idée qu'un sénateur serait menacé de cour martiale a commencé à circuler comme une image à fort impact, souvent indépendamment de la rigueur technique et des limites réelles d'application. Ce décalage entre ce qui est formellement évalué et ce qui est consommé comme réalité par une partie du public crée une pression supplémentaire sur les institutions. Dans des environnements polarisés, les silences et les déclarations You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. en munitions narratives par différents camps politiques. C'est pourquoi l'argument selon lequel la réponse institutionnelle doit être plus large que le cas concret prend de plus en plus d'importance. Il ne suffit pas de clore l'épisode par un discret recul ou une mesure ponctuelle. Pour certains analystes, il était nécessaire de réaffirmer sans équivoque les frontières entre la liberté parlementaire, les prérogatives du mandat et l'autorité militaire, dans un langage suffisamment clair pour réduire les ambiguïtés futures. L'objectif principal est de préserver la prévisibilité. Lorsque le système permet que les limites semblent négociables, l'effet corrosif se manifeste dans le comportement quotidien, dans la réduction des discours publics et dans l'augmentation de la crainte de représailles, même en l'absence de représailles effectives. À l'heure actuelle, aucune issue claire n'est en vue dans l'immédiat. Les instances concernées continuent d'examiner les arguments, les documents et les interprétations, et aucune délibération formelle n'est prévue dans les semaines à venir. Kelly maintient sa position publique et insiste sur le fait qu'il continuera à agir dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Le ministère de la Défense continue à fonctionner sur la base d'une évaluation préliminaire, sans présenter de conclusion définitive. Cette suspension peut être interprétée comme une prudence institutionnelle, mais aussi comme le reflet d'une difficulté réelle. Toute avancée pourrait avoir des conséquences plus importantes que le cas isolé. En résumé, cet épisode reste un point d'observation d'un système qui tente de gérer des conflits qui touchent à la fois le droit, la politique et l'autorité militaire, à une époque où les catégories traditionnelles ne suffisent plus à elles seules à expliquer l'ensemble des enjeux. Afin de suivre l'évolution de ces tensions avec rigueur et sans raccourci interprétatif, nous restons attentifs à chaque signal institutionnel susceptible de modifier l'équilibre de l'affaire. Notre engagement reste le même, observer la dynamique réelle, respecter la complexité et éviter les conclusions hâtives. Dans un contexte où des détails apparemment mineurs peuvent redéfinir des limites plus importantes.